Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV78 pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Tout de suite, les titres de ce mardi 3 mars. Un rapport pour sauver la culture et renforcer son accès à tous. La députée des Yvelines Aurore Berger a remis récemment 60 propositions en ce sens au Premier ministre. Interview avec la parlementaire qui nous parlera de ses rencontres de terrain, notamment avec la Barbacane à Ben. Et J-12 avant le premier tour des élections municipales, nous nous intéressons notamment à la commune d'Elancourt où 3 candidats sont déclarés. Reportage lors d'une réunion de campagne du maire sortant Jean-Michel Faurousse. Et Michel Rossi, investi par La République En Marche, sera elle notre invitée. Et puis le reste de l'actualité de la campagne du scrutin avec la présentation de la liste d'Ismaïla Vanne à Maurepas, focus aussi sur les candidats à Voisins-le-Bretonneux. Avec l'épidémie de coronavirus, la tenue de ce rendez-vous sportif était menacée. Le Paris-Nice devrait finalement bien se tenir. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a effectivement proposé de maintenir l'événement à l'issue d'une réunion ministérielle qui s'est déroulée ce matin. Maintien justifié car le tracé de la course au soleil ne passe pas par des zones où le Covid-19 a été détecté. Le départ de l'épreuve cycliste est prévu, pour rappel, ce dimanche depuis Plaisir. Le lendemain, la compétition doit passer par Chevreuse. L'organisateur ASO a précisé par ailleurs que tout le personnel présent sur le Paris-Nice devra impérativement ne pas provenir des zones touchées par le virus. Malgré le recours au 49.3, la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit. Ce matin à Elancourt, une mobilisation s'est tenue en présence des salariés de Thales, CRMA, Renault et Airbus. Ils se sont rassemblés dans la zone d'activité de la Clé Saint-Pierre et Elancourt. Plusieurs revendications, le retrait de la réforme, l'augmentation des salaires et contester aussi la suppression des postes annoncés chez Airbus Elancourt. Écoutez ces explications au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Thales, aujourd'hui c'est une pompe à billets énorme. On a eu les chiffres d'ailleurs il y a quelques jours là, au niveau du groupe. Tout le monde est content, sauf nous. Voilà. La convention nationale collective de la métallurgie est en cours de renégociation et là on constate une baisse du socle social énorme. Aujourd'hui le patronat essaie de mettre dans la convention qu'on sera payé au poste. Aujourd'hui, vous êtes ingénieur, vous gagnerez X euros par mois. Et bien demain, vous ne serez peut-être plus ingénieur, on vous donnera un autre poste, de petit ingénieur, on va appeler ça comme ça, et vous gagnerez moins. 60 propositions pour renforcer et favoriser l'accès à la culture. Aurore Berger, députée des Yvelines, a remis son rapport au Premier ministre mi-février. Pour son travail, la parlementaire s'est appuyée sur des rencontres de terrain, notamment menées dans le département. Aurore Berger nous a reçus pour une interview dans sa permanence de Rambouillet. Mélanie Poquier pour les moyens techniques. Pour un ministère de la culture au service des créateurs, des arts et des droits humains, le nom du rapport remis le 17 février dernier au Premier ministre Édouard Philippe. Et vous en êtes à l'origine, Aurore Berger, bonjour. Bonjour. Député de la 10e circonscription des Yvelines, porte-parole de La République En Marche. Ce rapport de 60 recommandations a pour objectif de renforcer l'accès à la culture et ce à chaque âge de la vie. Pourquoi avoir travaillé sur ce sujet ? Alors le Premier ministre m'a confié cette mission en tant que parlementaire, parce que déjà je suis membre de la Commission des affaires culturelles et très engagée sur ces questions-là depuis le début du mandat. Ensuite parce que l'idée c'était aussi de réaliser un peu une enquête de terrain pour aller à la rencontre des acteurs culturels, socioculturels, des fédérations d'éducation populaire et des élus locaux, pour voir concrètement ce qui se passait sur les territoires, pas pour les dupliquer, parce que les territoires sont tous différents, mais pour voir aussi comment le ministère de la Culture pouvait plutôt être à la fois stratège vis-à-vis des grands équipements culturels et être mieux en accompagnement à la fois vers les publics et vers les acteurs culturels. Ce sont en tout 450 acteurs culturels dans 25 départements que vous avez rencontrés. Oui, moi c'était vraiment une volonté d'aller sur tous les territoires, du plus rural au plus urbain, évidemment aussi dans les Yvelines, à Saint-Quentin-en-Yvelines, au Théâtre National de Saint-Quentin-en-Yvelines, à Ben, où là vous avez une configuration différente puisque c'est une structure qui est soutenue par la municipalité. Vous allez avoir à la fois du théâtre mais aussi le cinéma. Évidemment aussi par exemple Catherine Pégard qui préside le château de Versailles, donc des acteurs très différents même sur notre territoire. Alors ce sujet de la culture, pourquoi il ne faut pas le mettre de côté? Pourquoi l'accès à la culture est primordial et ce à tout âge aussi? À tout âge et dès le plus jeune âge, dès la toute petite enfance, tout simplement parce que l'éveil aux arts, l'éveil à la langue française, à la maîtrise du langage,
la question de la place de la musique, la question de la place du livre dans votre vie, eh bien, tout simplement, ça va développer, on le sait bien quand on a eu la chance de le vivre chez nous, des facultés nouvelles, des compétences nouvelles. Ça ouvre des cases, en fait, tout simplement. C'est aussi un facteur inouï de cohésion sociale. Dans une société, on le voit bien, qui est parfois de plus en plus fragmentée, où on s'oppose souvent les uns aux autres. Eh bien, la culture est évidemment un facteur formidable de lien. Puis pour les territoires, c'est aussi un facteur d'attractivité, de fierté sur les territoires. Alors rentrons un petit peu dans ce rapport pour voir quelques-unes de vos recommandations. La première proposition, elle vous a été inspirée par Sophie Marinopoulos, qui est psychanalyste. C'est de faire figurer la santé culturelle dans le carnet de santé des enfants. Est-ce que cela impliquerait davantage les parents dans l'éveil culturel justement de leurs enfants? Exactement, c'est considéré qu'en vérité, l'éveil artistique et culturel, c'est vraiment dès le plus jeune âge. On le sait aujourd'hui, les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant sont déterminants sur tout le parcours qu'il pourra avoir. Donc évidemment, ça concerne sa santé physique, mentale, mais c'est aussi évidemment ce qu'on a appelé santé culturelle. Sophie Marinopoulos, vous l'avez dit, qui a développé ce concept-là. Ça veut dire aussi qu'il faut former le personnel de la toute petite enfance sur ces enjeux. Ça veut dire qu'il faut renforcer la place des arts, la place des artistes dès le plus jeune âge. J'insiste beaucoup aussi sur la place du livre, parce que je crois que, encore une fois, la maîtrise du langage est déterminante. Et le lien qu'on peut avoir entre un enfant et un parent grâce au livre, ce que ça peut générer en termes de parentalité est extrêmement important. D'ailleurs, vous souhaitez voir la mise en place de malles à lire dans des lieux de la petite enfance? Exactement, que ce soit les PMI, que ce soit les crèches, c'est-à-dire tous les lieux d'accueil de la petite enfance, il faut familiariser la présence du livre. Il faudrait que le livre entre dans toutes les familles françaises. Je crois que c'est probablement l'objet culturel le plus essentiel qu'on puisse avoir. Et encore une fois, dès le plus jeune âge, aussi parce que par rapport à la place des écrans, je pense que c'est extrêmement important de rester maître de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut consulter. Et évidemment, le livre nous en prémunit. Alors une autre proposition forte, qui est peut-être l'une des propositions phares de ce rapport, c'est d'inscrire les droits culturels dans la Constitution. Aussi inscrire la notion de dire aux 4 savoirs fondamentaux, c'est de l'ajouter à ces 4 savoirs fondamentaux. Je le rappelle, c'est lire, écrire, compter et respecter autrui. Ce serait une mesure forte pour donner toutes ces lettres de noblesse à la culture? Je le crois, en tout cas c'est pour ça que je l'ai préconisé. Jean-Michel Blanquer a mis en place en effet ces 4 savoirs fondamentaux à l'école, mais je crois que dire, c'est-à-dire l'oralité, je pense que c'est essentiel, c'est une faculté qui n'est pas toujours si développée que ça. On n'attend pas forcément des élèves dans notre pays ce développement, mais je crois que c'est essentiel. Et puis encore une fois là, le lien avec les œuvres, avec les artistes, la rencontre avec la musique, avec le théâtre, évidemment pourrait y concourir largement. Et puis les droits culturels, c'est un concept qui est extrêmement important, qui est de dire qu'en fait, chaque Français, évidemment, est porteur d'une culture. Et chaque Français, d'ailleurs, a une pratique culturelle, parce que dans notre vie quotidienne, la culture, même si on ne le soupçonne pas toujours, elle est partie prenante de nos vies. Et l'idée, c'est de reconnaître la culture qui existe en chacun, que chacun porte, la pratique culturelle de chacun, qui est en fait une porte d'entrée pour ensuite développer une culture commune. Parce que tout ça, l'enjeu, c'est évidemment de se dire, est-ce qu'on peut avoir un terreau commun sur lequel on peut tous s'appuyer? Est-ce qu'on peut refaire société ensemble? Et évidemment, la culture y contribue. Et que va-t-il se passer à présent? Alors Édouard Philippe a salué la qualité et l'originalité des propositions. L'idée maintenant, c'est que ce rapport nourrisse la réflexion, notamment de la feuille de route du ministère de la Culture. Bien sûr, moi j'ai donc remis mon rapport au Premier ministre. On en a longuement parlé. L'idée, c'est que dès le mois d'avril, il puisse y avoir des annonces du gouvernement pour se saisir de mes propositions et les mettre en œuvre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne passent pas par la loi, mais qui vont passer tout simplement par le gouvernement directement, le pouvoir réglementaire. Et donc je crois qu'il est très déterminé, notamment sur tout ce qui concerne par exemple le livre, pour le mettre en place. Et le ministère est en train profondément de se restructurer. Et de la même manière, l'idée, c'est évidemment que ces propositions, ça ne sert pas à caler une porte, mais bien au contraire que le ministère puisse s'en saisir et que ce soit mis en œuvre. Merci Aurore Berger. Merci à vous. Députée de la 10e circonscription des Yvelines, porte-parole de La République En Marche. Et je le rappelle, vous êtes à l'origine donc de ce rapport pour renforcer l'accès à la culture. Et Aurore Berger en parlait. Pour rédiger son rapport, elle s'est servie notamment de l'exemple de la Barbacane à Beynes. L'établissement mène plusieurs actions culturelles tout au long de l'année, notamment des représentations théâtrales ouvertes aux scolaires. Zoom avec Aurélie Ronze. La troupe de la pièce Intramuros, saluée par les scolaires, après une représentation uniquement dédiée à ce public venu du centre Yvelines.
À Bennes, le théâtre La Barbacane est géré par un syndicat intercommunal. 7 communes sont associées et travaillent ensemble sur la programmation. La spécificité de ce bâtiment, c'est qu'il a été construit et ouvert il y a une trentaine d'années avec l'idée que tout le monde allait pouvoir se croiser. Il y a une bibliothèque municipale, un volet associatif qui est porté par la ville de Bennes avec différentes activités de la pratique artistique. Et puis dans notre salle de spectacle, en effet, il y a spectacle, mais il y a aussi cinéma. Plusieurs fois dans l'année, les représentations théâtrales sont suivies de bord-plateau, un moyen de partager qui permet aux scolaires de se familiariser avec le monde du spectacle. J'aime bien transmettre un petit savoir, 2-3 choses, partager un peu avec les jeunes. Parce que moi, dans mon parcours personnel, j'ai souvent rencontré des professeurs, que ce soit de sport, de lettres, même de maths ou de géographie, qui m'ont souvent apporté autre chose que leur matière. En décembre dernier, l'établissement culturel a reçu la visite d'Aurore Berger. La députée yvelinoise s'est inspirée de ce lieu pour son rapport sur le développement de la culture pour tous. Donc l'enjeu, c'était de parler de comment à l'échelle d'un territoire, on arrive à créer des mutualisations, des convergences, des circulations qui viennent parfois jusqu'à notre lieu théâtre, mais parfois c'est le théâtre qui va sur les villes du syndicat. Un accompagnement à la culture qui a également permis à la Barbacane de devenir le premier lieu des Yvelines à porter le label scène conventionnée pour la musique. Et après ce journal, retrouvez comme chaque mardi soir le 7-8 Culture pour connaître les prochaines sorties spectacles, concerts et expos à faire dans les Yvelines. J-12 avant le premier tour des élections municipales. Les électeurs ont rendez-vous aux urnes le 15 mars prochain. Candidat en 2014 à Morpa, Ismail Havan est reparti en campagne pour ce scrutin de 2020. Une liste fortement renouvelée qu'il a présentée en fin de semaine dernière lors d'une réunion publique. L'occasion aussi de présenter plusieurs points de son programme. Mélanie Poquet. Une nouvelle gouvernance locale, la mise en place de la transition écologique, vivre dignement, ce sont les grands axes du programme d'Ismail Havan. L'actuel conseiller municipal d'opposition veut notamment créer une commission de la transition écologique pilotée par le premier adjoint. Cette commission elle sera ouverte par tirage au sort aux habitants et aussi ouverte aux habitants et aux habitantes désireux de vouloir intégrer cette commission. Et nous avons la chance à Morpa d'avoir des citoyens experts dans certains nombres de domaines. Ce sera l'occasion aussi de les impliquer. Une liste presque entièrement renouvelée, 7 colistiers repartent derrière Ismail Havan. Nous avons souhaité vraiment un renouvellement au niveau de notre liste et impliquer des hommes et des femmes qui n'ont pas l'habitude de la pratique de la vie politique à l'échelle locale. Et donc du coup nous avons réussi notre pari puisque notre appel au rassemblement a été vraiment entendu. Parmi les nouveaux, des fonctionnaires, des chefs de projet, de jeunes travailleurs. Anne Ozol, inspectrice dans l'aide sociale, pourrait se voir confier les affaires sociales. Un projet social et solidaire. Pour moi, la solidarité, effectivement, entre tous les citoyens, elle est très importante. Les plus forts doivent aider les plus faibles dans une commune. C'est aussi le rôle de la mairie et des élus. Mettre en place un transport à disposition des personnes qui en auraient besoin, soit pour se rendre à des rendez-vous médicaux, soit pour se rendre à des activités. Prochaine réunion de la liste Morpa dynamique et solidaire, jeudi 5 mars à 20h au César de Lagio. En 2014, la liste d'Ismail Havan avait rassemblé 13% des suffrages. Dans la commune voisine à Élancourt, 3 candidats pour le poste de maire. On reçoit l'un d'entre eux sur ce plateau, Michel Rossi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la tête de liste Élancourt, c'est vous, une liste citoyenne ouverte qui a été investie par La République En Marche. Comment se déroule votre campagne à 12 jours de ce scrutin? Est-ce qu'elle se poursuit à Élancourt, cette campagne? Absolument. Alors déjà, si vous le permettez, je vais dire quelques mots pour présenter les personnes qui sont sur cette liste. Donc sur 35 candidats, nous avons plus d'une trentaine de personnes qui sont sans aucune appartenance politique, d'où l'appellation de liste citoyenne, même si en ce qui me concerne, j'ai été investie en tant que tête de liste par La République En Marche. Nous ne sommes que quelques personnes à relever de ce mouvement, et donc il était normal que nous respections la majorité des membres de notre liste et leur tendance sans étiquette politique. D'ailleurs, je crois que M. Fourgousse a précisé qu'il avait lui-même quelques personnes de La République En Marche sur sa liste.
Madame Perrotin ne l'a pas fait, mais je crois qu'elle a également des personnes En Marche sur sa liste. Donc c'est une liste investie par La République En Marche, comme c'est inscrit actuellement sur votre écran, mais qui est bien citoyenne, ouverte, plurielle. Tout à fait. Vous venez, vous, du monde associatif. Pourquoi vous vous lancez dans cette campagne, justement? Vous vous êtes lancé, puisque la campagne a déjà démarré, mais vous êtes lancé dans cette campagne des municipales. Alors, j'avais également des responsabilités associatives, mais en fait, je viens du secteur privé. J'ai fait toute ma carrière dans le secteur privé, dans les ressources humaines, que ce soit dans la métallurgie, la grande distribution, les assurances ou le secteur bancaire. Et j'ai travaillé aussi bien sur l'aspect formation, apprentissage que négociation sociale, développement des compétences ou gestion de budget. Et donc, du coup, pourquoi vouloir vous engager vouloir dans cette commune m'engager? d'Élancourt? Parce que depuis à peu près 1 an, je suis à la retraite et je me rends compte que cette ville devient malheureusement une ville dortoir, qu'il y a beaucoup d'atouts mais qui ne sont pas mis en avant. Et ayant effectivement l'esprit solidaire et m'intéressant aux personnes, j'ai choisi avec d'autres de m'engager pour ma ville et de mettre mon temps disponible à disposition de cette ville. Et juste une précision sur ville dortoir. On sait qu'à Élancourt, il y a quand même de grands groupes installés. Je pense à Thales, à Airbus. Pourquoi vous parlez de ville dortoir, justement? Parce que la plupart des personnes que vous interrogez quand vous les rencontrez disent je pars tôt le matin. Tout le monde ne travaille pas sur place, malheureusement. Beaucoup viennent d'ailleurs, y compris d'ailleurs dans ces grands groupes. Et donc partent tôt le matin, connaissent les difficultés de circulation et rentrent tard le soir. Et le week-end, comme on est déjà bien occupé dans la semaine, on a peu le temps de profiter de sa ville, malheureusement. Alors justement, vous dites être allé à la rencontre des Élancourtois. D'ailleurs, je crois qu'avant de constituer votre programme, c'est depuis octobre, vous menez des rencontres auprès des Élancourtois pour recueillir de bonnes idées afin de constituer ce programme. Tout à fait, c'est un programme co-construit. Suite à ces premiers échanges, nous avons commencé à nous rendre compte des axes essentiels pour Élancourt, que ce soit de redynamiser cette ville parce que vraiment elle a perdu toute attractivité, elle perd régulièrement des habitants depuis plus de 2006. C'est également une ville où il y a des instances et des institutions culturelles, sportives, mais qui ne sont pas ouvertes à tous et accessibles à tous, notamment aux personnes à mobilité réduite. Donc il y a des choses à faire aussi sur le plan culture et sport. C'est une ville, je ne vous parlerai pas de la zone des 4 arbres, mais qui n'est pas très reluisante. D'ailleurs, sur ce sujet, vous souhaitez voir un écoquartier? Tout à fait, absolument. C'est un de nos axes forts sur l'attractivité et relancer le dynamisme économique dans cette ville. Donc nous avons pour cela, à partir du moment où vous lancez un écoquartier, vous pouvez bénéficier de subventions. Donc ça ne pénalisera absolument pas les impôts des Élancourtois. Vous bénéficiez de subventions à la fois gouvernementales et de subventions de la région également. Pour construire cet écoquartier, nous enfouirons les lignes électriques, et promesse de M. Fourgousse depuis plus d'une dizaine d'années, mais qui n'a toujours pas été tenue. Est-ce qu'avant de prendre ces décisions, si vous êtes élu, est-ce qu'il y aura une consultation des Élancourtois? On sait que c'est l'un des 3 axes de votre campagne. Absolument. Aller vers plus de démocratie participative, c'est ça? Tout à fait. Nous allons d'ailleurs, dans une de nos propositions, je vous la livre en avant-première, nommer un adjoint à la démocratie participative pour, d'une part, quand il y a un projet fortement impactant un quartier, associer tous les acteurs concernés. Donc nous travaillerons non seulement avec les habitants, mais également avec les commerçants, puisque nous souhaitons faire aussi une zone de commerce qui, bien entendu, ne mette pas en concurrence les commerces déjà existants. Donc nous aurons effectivement cette concertation. Nous aurons également cet adjoint qui prendra régulièrement contact avec des référents de quartier pour bien remonter tous les besoins des quartiers. Et nous ouvrirons également un service à la mairie qui s'appellera Relations citoyens. Alors, le deuxième axe, redynamiser la ville, vous en avez déjà dit un mot. Il y a aussi une thématique qui revient largement dans cette campagne des municipales, c'est l'écologie. Et c'est le troisième axe aussi de votre campagne. Qu'est-ce que vous prévoyez en termes d'écologie? C'est un axe très fort dans notre campagne. Vous aurez la possibilité de valoriser tout ce qui est espace vert. Nous avons à peu près 110 hectares d'espace vert dans cette commune. Nous souhaitons non seulement bien sûr les préserver, or il faut savoir que M. Fourgousse a installé un certain nombre de logements. Le stade Paul-Nicolas en a d'ailleurs fait les frais. Vous avez quand même inscrit à Saint-Quentin une construction de logements de plus de 850 habitations.
Je ne sais pas où elles se trouveront, mais cela pose question. Et je crois savoir également que France Miniature, dont le contrat arrive à échéance en 2026, n'a pas eu de garantie de prolongement de ce contrat. Donc si à la place du stade Paul-Nicolas, vous avez vu fleurir quelques maisons, à la place de France Miniature, vous pouvez vous attendre à environ 800 ou 900 logements. Donc ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite. Nous, on souhaite conserver France Miniature et développer un partenariat justement avec les écoles pour développer tout l'aspect histoire, géographique qui est tout à fait possible avec ce parc. Il y a un autre projet d'envergure, je voudrais vous entendre sur ce sujet, l'aménagement de la colline d'Élancourt en vue de ces JO 2024. Est-ce qu'il faut repenser à l'avenir de cette colline? Est-ce que le projet qui est prévu vous satisfait? Est-ce que vous imaginez un autre futur pour cette colline? Alors déjà, le projet prévu, j'aimerais qu'on le précise parce que feu la piste de ski, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. L'idée d'un globe ou d'un restaurant panoramique au sommet me semble totalement surréaliste. Ça ne répond absolument pas aux attentes des Élancourtois. C'est totalement indépendant d'en faire une zone olympique. Donc nous sommes pour les Jeux olympiques, puisque nous sommes pour l'attractivité de notre territoire. Mais cela veut dire des Jeux olympiques éco-responsables, comme s'est engagé le comité des Jeux olympiques. Et ça veut dire un aménagement famille. Et au sommet, nous aurons éventuellement une table d'orientation, mais pas une construction pérenne en dur. Merci Michel Rossi, je rappelle que vous êtes la tête de liste d'Élancourt, c'est vous, et je précise que sont également candidats à Élancourt Catherine Perrotin-Rofaste avec Réinventons Élancourt et Jean-Michel Fourgousse avec Allez Élancourt. Le maire sortant, Les Républicains, tenait d'ailleurs sa première réunion de campagne vendredi dernier dans la salle du conseil municipal. Pour ce rendez-vous, avec ses soutiens, l'élu a reçu la visite de la présidente de la région, Valérie Pécresse. Reportage. C'est un peu plus de 2 semaines du premier tour des municipales que Jean-Michel Fourgousse a réuni habitants et soutiens à l'hôtel de ville d'Élancourt. Le maire sortant se lance dans une nouvelle campagne pour continuer de porter ses projets dans la commune où il est élu depuis 1996. Une ville comme Élancourt où je suis quand même depuis un certain temps, où mes enfants sont nés, où ils y ont vécu, et le voir par exemple changer le système éducatif à partir d'Élancourt, c'est passionnant. Demain, le système peut-être de sécurité, un modèle qu'on est en train de construire. Je dirais qu'Élancourt est une plateforme d'innovation française aujourd'hui. C'est une ville à la campagne, c'est une ville assez calme en fait. Protéger cette ville à la campagne fait partie des 10 priorités de la liste à Élancourt. Mener à bien aussi le projet de commissariat d'agglomération qui doit voir le jour dans la commune, étendre la police municipale au dimanche ou encore développer un grand plan vélo et mettre en place un budget participatif. Pour cette réunion, la présidente de la région, Valérie Pécresse, également engagée dans le scrutin dans les Yvelines, est venue soutenir Jean-Michel Fourgousse. Il porte des fabuleux projets pour l'avenir, le projet de la colline d'Élancourt qui va devenir la colline du vélo en Ile-de-France et en France. Ce sont des magnifiques projets et je ne vous parle pas évidemment de toute l'éducation numérique que nous déployons, lui dans les collèges et les écoles et moi dans les lycées de la Casquie et des Yvelines. L'éducation et le numérique sont d'ailleurs toujours au cœur des grands projets d'Allez Élancourt. Parmi les propositions, ouvrir le lab pour accompagner les usages numériques des familles, proposer des ateliers de robotique et de programmation, enfin tester des innovations pour adapter la pédagogie aux enfants touchés par le handicap. Enfin, à Voisins-le-Bretonneux, 3 candidats ont déposé leur liste. La maire sortante Alexandra Rossetti aura face à elle Béatrice Pierrat et Olivier Afonso. Présentation de ces candidats avec Manon Varaldo. À Voisins-le-Bretonneux, 3 candidats s'opposent pour devenir le maire de cette commune de 11 426 habitants. La maire sortante, Alexandra Rossetti, habitante de Voisins-le-Bretonneux depuis 1998, ancienne professeure d'anglais, se représente. Parmi ses projets, la construction de l'écoquartier, de la remise ou encore une salle des fêtes. C'est celui d'avoir une salle des fêtes, un lieu dédié où les gens puissent célébrer leur mariage, leurs anniversaires. Parce qu'aujourd'hui, Voisins a beaucoup de salles de quartier, mais tout est enclavé dans des résidences où il y a des habitations autour, donc on ne peut pas les louer parce que ça fait du bruit tard la nuit. Donc on en est à prêter
soit une école, on a nos associations, soit notre petit réfectoire de 50 places pour les particuliers. Avec vous, Voisins Avance est menée par Béatrice Pira, une première campagne pour la tête de liste salariée dans l'industrie. Béatrice Pira est habitante au quartier du Lac depuis 8 ans. Elle souhaite notamment développer les mobilités douces et créer une assemblée vicinoise. Voisins le Bretonneux va avoir dans les prochaines années des défis stratégiques importants, comme l'arrivée de la ligne 18 du Grand Paris. Et nous pensons qu'il est nécessaire d'avoir quelque chose en plus dans notre ville pour réfléchir sur ces décisions stratégiques très impactantes. Et nous avons imaginé ce concept d'assemblée vicinoise. Enfin, Olivier Afonso, tête de liste Unis pour Voisins, habitant de la commune depuis 10 ans. Ce conseiller municipal depuis 2015 est responsable de contrôle interne et qualité dans un groupe de télécommunications. Le candidat souhaite notamment créer un pôle santé et social au Tilleul. Je voudrais regrouper donc les médecins, le laboratoire dans cette nouvelle structure moderne. Je souhaiterais pouvoir mettre aussi le CCAS qui a besoin aussi de structures d'accueil, peut-être avec un peu plus de confidentialité pour les usagers. L'actualité des élections municipales à retrouver également dans le 7-8 politique, émission chaque mardi soir sur TV78 présentée par Wilfried Richy. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité, belle soirée à tous sur TV78.